Françoise, je te laisse la parole. Bon, alors tu voulais aborder effectivement l'aspect politique donc, de ce nouveau vocabulaire, ou en tout cas du nouvel usage d'un vieux vocabulaire. Alors écoute, merci Françoise de me poser cette question. Alors déjà, je voudrais dire que cette dimension politique, on l'a déjà un peu abordée. Que la distinction que je fais finalement entre l'évolution des significations et puis la partie proprement politique, on l'a fait aussi à propos des significations, puisque quand on évoque comme ça la manière dont certains types de populations sont isolés, on est déjà un peu dans le politique. Mais effectivement, je souhaiterais aller un peu plus loin dans cette analyse et je voudrais m'appuyer là-dessus, en tout cas pour avancer une hypothèse qui n'est pas très originale mais qui me paraît extrêmement importante, c'est m'appuyer un peu sur les thèses classiques de Michel Foucault. Michel Foucault, dans un très grand texte qui a été extrêmement important pour les historiens, pour les philosophes, qui est l'histoire de la sexualité, dont le premier volume paraît en 1976, s'intéresse précisément à cette question du changement de la logique de gouvernement des États modernes. Et ce changement de la logique de gouvernement des États modernes a des conséquences très importantes sur la manière de concevoir la gestion des populations. Alors, on peut opposer, et je m'appuie là évidemment sur ces hypothèses à lui, on peut opposer deux périodes, un âge moderne, un âge classique, où la manière de la finalité, l'objectif de la population, de la politique de l'État se différencie. À l'âge classique, c'est-à-dire en gros jusqu'au milieu du XVIIe siècle, l'objectif du souverain, c'est de faire respecter l'intégrité de la souveraineté, de tout ce qui la représente. Et d'une certaine manière, le rapport entre le roi et ses sujets est un rapport juridique, notamment un rapport juridique qui est défini par le droit de vie et de mort sur les sujets. La gestion de la population se fait de cette manière. À partir de la constitution de l'État moderne, l'objectif n'est plus celui de gérer de cette façon aussi radicale la vie et la mort des sujets, c'est celui de faire vivre et de rejeter, là aussi, la mort. Autrement dit, la population devient une source de richesse et un facteur représentant la prérogative et la puissance de la souveraineté. Et donc l'intérêt du souverain, c'est de contribuer à augmenter cette population, à améliorer sa manière de vivre. Et c'est ce que Michel Foucault va désigner par le terme de biopolitique. Autrement dit, la caractérisation principale de la politique du souverain à partir de la constitution de l'État moderne, c'est ce qu'il va appeler la biopolitique. Alors cette biopolitique, elle se traduit à un double niveau. Elle s'exerce à un double niveau. Elle s'exerce au niveau de l'individu et elle s'exerce au niveau des populations. Au niveau de l'individu, c'est ce qu'on va appeler, et c'est ce qu'il appelle, une anatomopolitique du corps humain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le souverain, l'État, va prendre un certain nombre de dispositions pour faire en sorte que l'individu, en tant qu'être subjectif, puisse améliorer ses performances vitales. C'est pas une vision un peu découpée de l'être humain, en fait ? Non, c'est pas... Le côté anatomo, oui. etc. Alors, en fait, l'intérêt ici de l'analyse, c'est que c'est une distinction qui est plus analytique, pour bien faire comprendre ce qui est en train de changer. Mais c'est pas... En fait, c'est l'historien et c'est le théoricien qui opère cette distinction. Mais évidemment que dans la réalité, les deux sont mêlés. Mais c'est juste pour des raisons de compréhension que je fais ici la distinction entre ce que j'appellerais un niveau individualiste, où le politique, l'État, dans sa politique, va favoriser tout un ensemble d'institutions, de dispositifs qui permettent à l'individu de s'améliorer, d'améliorer ses performances, d'améliorer ses compétences, d'améliorer son instruction. On peut considérer que, et ça c'est quelque chose qui est très clair dans les textes de Foucault et des néo-foucauldiens, que l'école, l'armée, toutes les institutions qui permettent de former l'individu sont des institutions qui vont participer de cette amélioration globale des compétences. Et donc qui vont améliorer les conditions de l'existence de l'individu.
c'est ce qu'il va appeler des techniques disciplinaires. Qu'est-ce que ça veut dire la discipline? C'est précisément ce qui concerne le corps, la façon du corps, le façonnement du corps. Voilà. Donc ça, c'est le premier niveau d'intervention, mais on voit bien que c'est un niveau social, évidemment, parce que ce qui va concerner l'école, ce qui va concerner la prise en charge de la maladie, etc., on voit bien que ce sont des interventions qui concernent les individus, mais qui se font à un niveau social. Mais il y a un niveau plus collectif, plus global, qui est le niveau proprement biopolitique et qui concerne, là pour le coup, l'existence biologique des populations. Et là, c'est une action qui va passer par qu'est-ce que c'est que finalement améliorer les facteurs de la natalité, lutter contre les facteurs de la mortalité. Et pour pouvoir identifier des causes et des facteurs, il va falloir développer toute une connaissance sur l'histoire des populations. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose de relativement classique, hein. On sait qu'avec le développement de l'État moderne, avec le développement de l'État-providence, se mettent en place tout un ensemble d'institutions qui vont avoir pour objectif de faire connaissance, de connaître la population, de connaître ses évolutions. Alors le but politique de ce type de transformation? Alors le but politique de ce type de transformation, c'est évidemment d'améliorer, et c'est là où on est presque dans le paradoxe, mais c'est d'améliorer les conditions dans lesquelles, d'une part, l'individu va se développer dans ses compétences productives, parce que, évidemment, qui dit population en état de santé va dire population susceptible de créer de la richesse, de créer et de développer des sources de richesse. On est dans le gagnant-gagnant. Alors, là. je ne sais pas si on est dans le gagnant-gagnant, mais il est clair que ce changement de cap dans la politique vise un changement dans la conception même de la fonction de la population, par rapport à la création de richesses économiques, de richesses symboliques, de richesses culturelles, etc., etc. Donc là, on a bien quelque chose, et ce qui est nouveau. Alors après, évidemment, là c'est un peu schématique, hein, je fais des séparations très, très, très schématiques. Ce qui est nouveau, c'est cette idée qu'à partir du moment où l'individu s'améliore, eh bien, la capacité globale s'améliore, et du coup, le souverain, ou en tout cas le gouvernement, s'en trouve là aussi amélioré. Donc il y a une forme de méliorisme généralisé qui va de l'individu en passant par les populations jusqu'à l'État. Voilà. Et ça, c'est un changement qui est tout à fait fondamental et qui me semble-t-il, inscrit ce qu'on va appeler les politiques d'hygiène et les politiques de santé publique au cœur même du dispositif gouvernemental. Mais ça fait appel encore à la philosophie de Macron, c'est-à-dire que chacun peut réussir. Alors, on peut le dire comme ça, oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la question de la santé devient un objectif de politique. C'est ça. Et le on fait est maître de sa santé aussi. Alors voilà. Alors c'est paradoxal. C'est à la fois on est maître de sa santé, mais on a besoin quand même de dispositifs. C'est ça, ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois on va inciter et responsabiliser l'individu sain, l'individu qui va précisément parce qu'il est en santé pouvoir travailler, pouvoir déployer ses compétences, et en même temps on développe tout un ensemble de systèmes de contrôle. C'est toujours cette espèce de tension et d'articulation entre les deux niveaux de l'individu et de la population. Et c'est ça qui fait, en quelque sorte, la dimension assez nouvelle, en tout cas, au moment de la constitution de l'État moderne. Et évidemment, aujourd'hui, je ne vais pas me lancer dans une histoire parce que je n'en ai pas les moyens, mais c'est au cœur même du dispositif que se trouve... Alors, du coup, on comprend, me semble-t-il, pourquoi la santé est un enjeu public aussi fondamental. Alors, évidemment, si on revient à partir de là à la question du confinement, eh bien, on voit bien comment ici, ces mesures qui sont prises dans un régime d'exception, qui est celui de l'état d'urgence sanitaire, sont des mesures de politique publique de la santé. Et comment le confinement, dans ce cadre, apparaît comme une décision et un dispositif politique pour protéger une population qui a ou qui est susceptible de travailler, de créer de la richesse, etc., etc.
Ce qui sous-entend qu'on n'a pas besoin forcément de protéger les autres. Alors, comme dirait Michel Foucault, de façon un peu avec des formules saisissantes qu'il a, il dit on les laisse mourir. C'est ça. On ne les tue pas, on les laisse mourir. Et je pense qu'effectivement, la question de l'arbitrage entre les populations qui sont susceptibles d'être protégées et les populations qui sont susceptibles d'être soignées, eh bien, se fait un petit peu autour de ces enjeux-là. Est-ce qu'il faudrait mériter en fait de vivre? Alors, sans doute qu'on devrait pouvoir répondre à cette question en disant que ça n'est pas l'intention des gouvernants, ça c'est clair, mais que du point de vue objectif, lorsqu'on essaye de regarder un petit peu comment les choses se passent, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas dépourvu de sens. Mais là, je laisse la question ouverte. Eh ben, on espère bien te retrouver la prochaine fois. Merci. Merci beaucoup Françoise et effectivement à la prochaine fois.